Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Émission La Libre Antenne pour 2 heures en direct et en votre compagnie. Une émission dans laquelle nous explorons ensemble certaines facettes de votre moi profond. Il arrive que dans la vie, notre histoire d'enfance nous ait amené à développer un moi faux, un faux self, comme l'a expliqué Winnicott, en accord avec ce que nous avons compris que les adultes attendaient de nous et surtout pour nous en faire aimer. Non accueillis dans nos besoins et dans notre créativité, nous avons développé un masque social laissant un grand vide dans notre fort intérieur. Le moi véritable va alors se mettre entre parenthèses, laissant ce faux moi remplir ses fonctions de personnalité sociale. Or, être équilibré dans la vie, c'est créer l'équilibre entre les différentes parties de soi, dans le sens entrer en contact avec chacune d'entre elles. C'est ce que nous vous invitons à faire ici, dans cette émission. Appelez le 3921, vous serez accueillis par Quentin et Corentin. Et ce soir, c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. Vous pouvez également réagir par SMS en envoyant votre message précédé du mot nuit écrit en majuscule au 7 39 21 ou nous adresser un mail sur europe1.fr, rubrique Libre Antenne 39 21. Je vous écoute et je vous réponds. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oui, bienvenue. Merci beaucoup. J'entends très très mal en fait. Oui, vous entendez mal ? On va essayer de faire avec. Hein. Oui, nous on vous entend très bien à l'antenne. Hein. Oui. C'est vous qui nous entendez mal dans votre combiné, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Oui. Bon, alors on a mis le retour à fond, me dit Quentin dans le casque. Donc vous nous dites si vous avez un problème, Estelle. En fait, vous entendez pas très bien, c'est ça ? Vous avez des appareils ? Comment ça se passe ? Non, j'ai juste un smartphone, mais le son est extrêmement faible et c'est pour ça que j'hésitais beaucoup à vous appeler d'accord, d'ailleurs. Dans le téléphone. Ah oui. Non, c'est juste le smartphone. J'ai oui, c'est votre téléphone. Avec un amplificateur, quoi. Oui. Mais normalement, alors j'ai pas du tout de problème d'audition, hein. Et du coup, ça me gêne pas. C'est le téléphone en lui-même. Ça peut poser problème. Oui, je comprends. C'est le téléphone qui lui ne passe pas très bien en termes de son. Oui. J'ai compris. Bon, Estelle, si on part comme ça, et puis si vous avez un souci, vous nous dites, d'accord ? Donc du coup, je vais être obligée un petit peu d'aller comme ça au radar, hein, et de redire, voilà, que je vous avais envoyé un petit message dimanche dernier là pour vous dire que j'étais vraiment un peu estomaquée de votre introduction par rapport au courage. Parce qu'il se trouve que, dans la journée, je me disais, ça serait quand même bien d'appeler Sophie Peters pour lui raconter à quel point son livre te fait du bien, en particulier tout ce qui concerne le courage et la volonté. Oui. Et juste le dimanche soir, vous parlez de ça, donc ça m'avait vraiment sidérée. Et du coup, je me retrouve à l'antenne en train de vous appeler pour vous parler un petit peu de tout ça. Avec tout votre courage, donc, justement. Si vous voulez m'interrompre, il va falloir que vous parliez fort. Non, j'ai dit vous retrouvez à l'antenne avec tout votre courage. Oui, avec mon courage. Et puis un peu stressée du fait que j'entends mal aussi, quoi. Si j'entendais mieux, je pense que je serais moins stressée. Oui, c'est sûr. Voilà, donc déjà, je voulais faire une super pub pour votre bouquin que je trouve absolument très très bien fait. Moi, je vous remercie vraiment de l'avoir écrit parce que je pense que c'est quand même un sacré boulot d'écrire un livre comme ça. Et je trouve qu'il est particulièrement clair. Je trouve qu'il peut vraiment aider, faire beaucoup de bien. Donc, c'est vrai que des fois, on attend vos émissions par rapport à des problèmes qu'on a et on trouve quand même beaucoup de réponses, un chemin de vie dans votre livre qui est particulièrement clair et très très bien fait. Ah, merci Estelle, ça me fait plaisir. Alors d'autant que j'apprécie quand vous dites chemin de vie parce je l'ai pensé et construit.
est écrit vraiment comme un chemin, en fait, comme un voyage vers soi. Donc le fait que vous employez le mot chemin, voilà, ça me touche parce que c'est vraiment l'idée du chemin. Voilà. Et il m'a fait entre autres comprendre, pas que la volonté, quoi. Mais pour moi, ce qui a été vraiment important aussi, c'est il m'a fait vraiment vivre au fil de la lecture le fait que justement on est en chemin. Et ce qui, moi, personnellement, m'a parfois vraiment désespérée dans ma vie, c'est que j'avais justement l'impression d'être arrêtée. Oui. D'être complètement statique, d'être comme ça et c'est pour la vie. Il n'y a rien qui va changer maintenant. Et quand j'ai lu votre livre, il m'a vraiment pris par la main et il m'a montré que jamais rien n'est définitif, qu'on est vraiment en chemin, qu'il n'y a pas, comme vous l'écrivez, un soi à découvrir enfoui sous des tas de décombres et puis on arriverait là et puis on ne bougerait plus parce que tout ce qui ne bouge pas est mort en plus. Hein. Exactement. Donc ça montre vraiment que c'est un voyage avec des étapes, avec des moments où on s'arrête parce qu'on n'en peut plus, parce qu'il y a de l'orage, parce qu'il faut s'abriter, et puis après c'est comme les saisons, le printemps revient, on retrouve un élan. Et puis il m'a aussi montré quelque chose, moi, qui me décourageait souvent dans ma vie, c'est que je pensais avoir trouvé la solution, je pensais être au bon endroit, non, c'est comme quand on se balade en montagne, hein. On arrive au sommet de la montagne, bon sang, il y en a encore une encore plus haute derrière qu'on n'avait pas vue. Et moi, j'étais assez découragée par tout ça dans ma vie, tous les moments où j'ai pensé vraiment être arrivée à quelque part de fondamental, être engagée avec quelqu'un, par exemple, et puis que c'était le bon, et puis de me retrouver au bout d'un an, après, complètement décalée par rapport à la personne, et plus du tout en phase, et qu'est-ce que je fais, et comment ça se fait que je ne l'ai pas vu tout de suite, que ça n'irait pas avec cette personne. Et la lecture de votre livre m'a vraiment aidé à comprendre aussi, le processus même dans les relations, quoi. Les passages, les rencontres qu'on fait, qui quelquefois, sont surtout là pour nous apprendre où on en est et le chemin qui reste à faire et qu'il faut continuer. Et aussi, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est tout ce qui tourne autour du sentiment de honte et du sentiment de trahison. Parce que bien sûr, quand moi, plusieurs fois dans ma vie, j'ai vécu ça, quoi, le fait de croire que c'était vraiment la bonne personne, et puis de me rendre compte, même après m'être engagée et tout ça, que nos chemins se séparaient, quoi. Et c'est vrai qu'il y a, un sentiment de trahison extrêmement culpabilisant. Et tout ce que vous dites par rapport au fait que on est amené à trahir, mais parce qu'on peut pas faire autrement, pour être fidèle à ce qui est vivant en soi, à ce qui vit et qui continue à évoluer, quoi. Voilà. Oui, et que trahir, c'est trahir et traverser, et que donc à chaque fois on traverse quelque chose et qu'on est amené à être loyal en fait envers soi. C'est pas soi qu'on trahit, on trahit des croyances ou des idées ou des formes de loyauté envers des passés, en fait, envers un passé. Voilà. Et c'est très souvent difficile quand même parce que moi j'avais la particularité, même sans savoir vraiment pourquoi, de ne jamais pouvoir rester dans une situation qui me convenait pas, même si je savais pas ce qui me convenait. Ouais. Donc de toute façon, j'avais pas le choix, moi j'étais obligée de partir, quoi. J'étais obligée, je pouvais pas faire autrement, hein. C'était la mort autrement pour moi. Et donc par contre, c'est vrai que c'est quand même très très difficile. L'autre, il a aussi sa vie, il a totalement sa liberté de comprendre ou pas, d'accepter ou pas. Et c'est tout ce côté où dans une relation, on n'est pas tout seul, quoi. Oui, on est interdépendant. On n'est pas en dépendance, mais interdépendant. Voilà, c'est ça. Et donc effectivement, c'est dans cette relation où chacun prend la responsabilité de la relation qu'on vit ensemble. Voilà, c'est ça. Et je pense que, en tout cas, jusqu'à maintenant, moi, j'ai pas souvent été consciente vraiment de ça au début d'une relation, quoi. Il faudrait être conscient de ça. C'est pareil. Vous montrez très bien dans votre livre que, la conscience s'approfondit, quoi. C'est aussi un chemin, la conscience. Hein. C'est un chemin dans la vie. C'est que la vie, en fait, par les événements qu'elle nous fait vivre, hein, par les événements de vie, en fait, on en tire une expérience, donc une conscience, un apprentissage à chaque fois. Pour autant qu'on pense ce qu'on a vécu et pas qu'on pense, vous savez, en mode le petit hamster dans la roue qui pense en boucle. Pour autant qu'on crée une richesse de ce qui est vécu sans se juger, sans se dire c'est ça qu'il aurait fallu faire.
voilà, d'accueillir finalement aussi les événements de notre vie, sans nous fustiger, voilà, que on soit pas là alors qu'on devrait être là, etc. Tout ce qu'on se dit qui souvent nous détruit finalement. Voilà. Mmh. Et puis aussi, bon, donc au niveau de la différence entre la volonté et le courage, quoi, ça m'a fait un bien fou, ça. Parce que quelle c'est vrai différence que vous faites, je suis oui. quelqu'un qui a eu quand même beaucoup de bonne volonté et de Oui. volonté dans sa vie, depuis même ma toute petite enfance. Hein, Oui. tout au long de ma vie, j'avais beaucoup d'énergie, j'avais beaucoup de volonté, toujours pour arriver à être connue, à plaire à mes parents, à plaire à ma maîtresse, beaucoup de volonté pour passer des concours, pour essayer d'avoir une vie familiale équilibrée. C'était toujours par rapport à l'extérieur, quoi. Mais en même temps, je l'usais aussi, moi, je disais, t'as pas la volonté de faire ci, t'as pas la volonté de faire ça. Parce qu'à un moment, la volonté s'est arrêtée, justement. Une fois que j'ai plus été dans les urgences, comme ça, parce que j'ai un certain âge maintenant, donc mes enfants sont grands, ils font leur vie, voilà, je suis à la retraite, donc j'ai réussi à travailler jusqu'à ma retraite, donc c'est parfait. Et donc, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec plus d'urgence pour exercer ma volonté. C'est-à-dire plus d'urgence, plus rien qui vous contraignait de l'extérieur à agir, en fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et tout d'un coup, j'avais plus aucune volonté. Quand il s'agissait plus que de moi-même, pof, les bras m'en tombaient. Et je comprends pas, je suis quelqu'un de très volontaire. Maintenant, j'ai plus aucune volonté. Ça me lasse, tout ça. J'ai vraiment pas envie. Mais vraiment pas envie, quoi. J'ai plus de désir, j'ai plus... Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu dans cette idée, qui n'est pas une idée d'ailleurs, parce que le courage, c'est pas une idée, c'est des sensations, c'est des choses qu'on fait, c'est ce qu'on mobilise. Mais qui concerne l'intérieur de nous, c'est pas pour se conformer, pour répondre à des urgences, ou pour se conformer, il n'y a pas l'idée de plaire, tiens, je vais faire le régime, il faut de la volonté pour plaire à mon conjoint, pour me plaire à moi-même, tiens, je vais hyper bosser, comme ça mon boss, il sera content de moi, ce sera parfait, et vas-y, j'y vais avec ma volonté. C'est toujours un peu par rapport à l'extérieur, la volonté. Alors que le courage, c'est vraiment le cœur, quoi. Et ça m'a beaucoup touché, ça, dans votre livre. Et ça m'a justement donné du courage. Et ça vous a donné du courage. De comprendre que... De vous en remettre au cœur et d'aller chercher, en fait, au fond de vous, à l'intérieur de vous, ce qui compte vraiment, ce qui a du sens. Ce qui est vivant. Oui, ce qui est vivant. Ah, j'aime bien, c'est joli. Oui, ce qui est vivant. Voilà, et d'avoir le courage de mettre en place chaque jour des actions pour cultiver ce qui est vivant comme on cultive des fleurs dans un jardin. Voilà. Et alors Estelle, j'ai une question du coup, c'est que comment vous avez entendu, écouté, repéré, vu, enfin, ce qui était vivant, c'est-à-dire où est l'accès, voilà, quel petit chemin vous avez pour arriver au vivant? Pour arriver au vivant, pour moi, ça a été... j'ai 66 ans, hein, donc ça a été un long chemin de vie pour arriver à ce qui est vivant, justement. Ça a été... heureusement, dans ma toute petite enfance, j'ai eu une enfance très, très traumatique, moi, vraiment très, très difficile. Et la chose la plus importante dont je me souviens, c'est que vraiment, déjà toute petite, vers 6 ou 7 ans, je me disais, j'avais toujours une voix en moi qui me disait « Un jour, tu vivras autrement. Un jour, tu verras, tu vivras autre chose. Un jour, tu verras, attends, ça sera différent. » Je crois que c'est la première petite voix, ça, qui peut avoir quelque chose à voir avec le cœur, quoi. Malgré tout ce que je vivais, j'avais toujours cette voix-là. Et puis après, effectivement, je me suis construite, moi, uniquement dans ma tête, en fait, puisque ce que je vivais corporellement était tellement épouvantable que pour ma survie, j'avais pas d'autre choix que de me réfugier dans ma tête, dans mon intellect. Donc j'étais quelqu'un qui travaillait bien à l'école, qui avait des bons résultats, en même temps extrêmement fragile, puisque je vivais que dans ma tête et que j'ai des souvenirs très très précis de choses que ma mère, entre autres, m'avait fait faire, qui me traumatisaient tellement que je me suis consciemment dit, pareil, dans ma petite enfance, je ne veux plus rien sentir. Ah oui, une décision. Vraiment enfant, j'ai volontairement, je me suis coupée de toutes mes sensations et je me souviens encore de me l'être dit, quoi.
Donc j'ai grandi comme ça pendant des années jusqu'à ce qu'effectivement ça finisse par me poser de gros problèmes, quoi, de ne vivre que dans ma tête. Donc effectivement mes émotions, je les ignorais, je comprenais même pas à quoi ça servait d'avoir un corps. Je me disais qu'on aurait été bien mieux en étant des purs esprits, bien évidemment, hein, vu ce qui se passait au niveau de mon corps. Et j'ai mis très 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 longtemps pour apprivoiser ce corps. Et j'ai d'ailleurs très rapidement, enfin quand j'étais jeune adulte, je me suis rendu compte effectivement, j'avais l'impression que j'allais devenir folle. Enfin, j'avais des impressions quand même très très fortes, quoi. Et donc j'ai quand même cherché de l'aide relativement rapidement, hein, c'est devenu une urgence absolue quand j'ai eu mon fils, quoi, hein, parce que le fait d'avoir mon fils, il y avait trop de relations avec ma vie familiale d'enfant, donc ça me pose pas d'énormes problèmes. Donc j'ai atterri en psychanalyse. Mais là, j'ai fait 2 psychanalyses, mais qui m'ont pas du tout aidée. Elle, pour le coup, franchement, hein, un petit peu, certainement. Hein. Ça m'a quand même, tout en allant dans ces, demander de l'aide comme ça pour arriver à vivre mon quotidien, en fin de compte, à faire face à mes obligations familiales, mes obligations professionnelles. Finalement, le fait de faire une psychanalyse, ça oblige quand même à sortir de soi, quoi. Ça, je me souviens, il y avait des séances où je pleurais beaucoup, par exemple. Ça m'a quand même un petit peu aidée, mais c'est plus... j'ai été en psychanalyse, psychothérapie quasi toute ma vie, moi, quand même, hein, puisque les problématiques étaient telles que j'en avais vraiment besoin. Et donc, il a quand même fallu que je trouve... à un moment, c'est moi qui ai eu conscience, je me suis dit, il faut quand même que je m'intéresse à mes émotions. Maintenant, je vais quand même chercher quelqu'un qui m'accompagne à partir de mes émotions. À un moment, j'ai pris conscience de ce décalage énorme qu'il y avait entre mes émotions et ma tête, quoi. Et en fait, tout est parti de là. Donc, j'ai commencé un petit peu à regarder mes émotions. Et puis, j'ai quand même un tempérament qui fait que j'étais quand même quelqu'un d'assez passionné quand même dans la vie. Hein. Donc, même si je cachais j'avais quand même une conscience d'avoir des valeurs, d'être passionnée par certaines choses. Il y a beaucoup de convictions. Mais je me permettais pas trop de le dire, quoi. Et j'avais pas la possibilité de le vivre. Et petit à petit, en étant passionnée, j'avais pas trop de mal quand même à trouver des choses qui me faisaient vibrer, quoi. J'avais quand même ayant beaucoup souffert dans mon enfance, j'étais quand même très sensibilisée, effectivement, à la détresse en général, donc à l'injustice, à toutes ces choses-là. Et c'était comme si j'étais fidèle à l'enfant qui était en moi. À effectivement prendre soin, jamais de moi malheureusement. Mais en tout cas, écoutez cet enfant-là. J'écoutais quand même cet enfant-là. Et quand j'étais face, il se trouve que effectivement, ma profession, c'était quand même bien dans le social, quoi. Et donc, effectivement, quand j'étais confrontée à des gens qui étaient dans une grande détresse ou à des enfants qui étaient dans une grande détresse, je pouvais pas faire comme si je le voyais pas. Et j'étais au-delà quand même, tout en ayant quand même la distance professionnelle. Hein, je mélangeais pas tout non plus. Mais effectivement, j'étais quand même très sensible à la détresse humaine en général, et je savais que pour moi, les valeurs humanistes étaient quand même, ce qui me faisait vibrer, là où j'étais vivante. Voilà, j'ai mis un certain temps à le découvrir, hein, parce que je suis allée dans d'autres directions avant. Mais petit à petit, j'ai, je pense, d'abord trouvé des valeurs. J'ai d'abord trouvé que j'étais quelqu'un qui avait des valeurs et qui maintenant voulait respecter ses valeurs, et voilà, ça a vraiment quand même commencé comme ça, quoi. Ouais, vous avez trouvé votre carburant, hein, pour après cheminer. Tout d'un coup, vous avez dit, voilà mon carburant, voilà ce qui compte vraiment pour moi, à quoi je fonctionne. Voilà, et ça a été un aiguillon. Voilà, petit à petit, je me suis rendu compte que au plus, en fin de compte, c'était une étape. Au plus je respectais ces valeurs, au plus j'allais dans le sens de ces valeurs, au plus j'étais heureuse, j'étais vivante. Et des choses complètement insoupçonnées, mais complètement insoupçonnées, que je n'aurais jamais soupçonnées. D'être simplement là, d'être capable d'être avec les gens, de partager avec eux,
voilà, voilà leur précarité ou tout simplement ça, simplement d'être avec eux. Dans la présence. En fait, en étant présente à vous, ça vous a permis d'être présente aux autres. C'est la présence que vous êtes donnée. Ça me procurait un bonheur qui était tout à fait inattendu pour moi. Oui. Voilà, je pourrais répondre un petit peu ça. Après, j'ai eu beaucoup plus de mal avec, quand vous parlez de l'enfant intérieur, même si je le connais, mon enfant. Enfin, oui, j'ai des souvenirs de moi en tant qu'enfant très vivant. Oui. J'ai pas... voilà, j'étais peut-être réfugiée dans ma tête, mais quelque part en moi, tout ce que j'ai vécu enfant au niveau des émotions et tout ça, tout le travail que j'ai pu faire en psychothérapie, ça m'a vraiment beaucoup aidé à l'accepter, à le prendre dans mes bras et à être en paix entre moi et cet enfant-là. Voilà. Mais après, là où j'avais quand même vraiment, moi, là où j'ai quand même le plus de mal, c'est à avoir à faire marcher ma volonté, on va dire, pour trouver des outils, alors que j'en ai plein, tant que je me suis reposée sur la volonté, pour essayer d'utiliser ces outils, ça n'a jamais rien donné. Ça a toujours donné au départ, la grande emphase, tout va bien, pendant 15 jours, 3 semaines, et pouf, ça retombe comme un truc. Ça retombe parce qu'en fait, vous attaquez dans ces cas-là aux modalités et pas au principe de fonctionnement. Quand on met sa volonté en disant je vais changer quelque chose, mais on s'intéresse juste au comment faire et pas à l'intention ou pourquoi on fait les choses, alors on épuise la volonté parce qu'elle n'a pas de sens. Si vous remontez tout en amont, au principe de fonctionnement, donc les croyances, les valeurs, pourquoi on fait les choses, quelle est notre intention, alors la volonté se met dans l'axe. C'est ça que vous êtes en train de raconter. Et c'est même moi c'est même pas comme ça que je l'ai vécu, c'est vraiment tout d'un coup j'ai découvert le courage, quoi. Ouais. Pour moi, le courage, c'est pas la même chose que la volonté. Non, plutôt que de faire quelque chose de façon répétitive, allez, tu y vas, c'est vraiment prendre le temps d'être centré sur soi, avec son cœur au centre, d'être vraiment sur le sens, sur la conscience. C'est plus la conscience de pourquoi là maintenant, c'est bien si je fais ça. Voilà. Oui. Et ça, c'est le courage pour moi. Oui, et de mettre le cœur dans l'action qu'on mène, en fait. Voilà. Et comme vous dites, c'est pas la volonté, c'est le cœur à la place d'une volonté rationnelle qu'on s'imposerait. C'est tout à fait ça. C'est vraiment être conscient. Et vous en parlez d'ailleurs beaucoup dans votre livre, d'être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de ses émotions. Et je trouve que le fait d'être conscient. Alors après, je ne sais pas comment la conscience, ça vient petit à petit. C'est tout à fait mystérieux. Comment tout d'un coup on devient conscient des choses. C'est une forme d'éveil, c'est-à-dire un peu comme si on était, vous savez, le jour de l'indice, la Colombo, un peu si on était le Colombo de nous-mêmes, c'est-à-dire à faire de l'enquête, mais en mode bienveillante, voire un peu naïve. C'est pour ça que je prends ce personnage-là, pour s'étonner, tiens, qu'on agisse comme ça, qu'on réagisse comme ça, qu'on ressente ceci, cela. Et donc avec cette surprise, cet étonnement, cette forme de naïveté qui du coup nous préserve du fait de nous juger, on apprend beaucoup sur soi parce qu'on découvre, on dit tiens, ça je savais pas ça de moi, et petit à petit la conscience augmente. Et donc comme on ne se juge pas, on a une forme de liberté qui nous permet d'accueillir toutes sortes d'informations sur nous qui sont une mine d'or en fait. Voilà. Et le courage vient tout seul. Et étonnant. Et du coup, il descend de la tête dans le cœur. Il se met pas au même endroit. Il est plus exercice de je dois, je devrais, il faut que. Voilà, c'est ça. Mais c'est j'ai envie, je désire, ça a du sens. Quoi. Exactement. Vous savez, vous me faites penser, votre témoignage me fait penser, Estelle, à une citation que j'aime beaucoup de Václav Havel sur l'espoir. Je trouve que vous l'incarnez très bien. C'est pour ça que j'ai envie de vous la dire. Václav Havel disait que l'espoir, c'est pas la conviction qu'une chose aura une issue favorable, mais c'est la certitude que cette chose a un sens, quoi qu'il advienne. Voilà, c'est exactement ce que vous nous racontez, que la certitude que cette chose donne a un sens, quoi qu'il advienne. Et en fait, ça, toute petite, il y avait cette conviction-là, donc vous aviez l'espoir, au sens où l'entend Václav Havel. C'est-à-dire ça ne vous a jamais quitté. Oui, c'est ça. À chaque fois que ça aurait pu me quitter, j'avais la voix de cet enfant qui me disait « Souviens-toi,
c'est pas plus dur que quand tu avais 7 ans. Qu'est-ce que tu disais quand tu avais 7 ans? Tu te disais, mais un jour, je vivrai autrement. Ouais. Voilà. Et cette pourtant, certitude. aujourd'hui, tu en as 30, tu en as 40, tu en as 50. Le pire que tu as vécu, c'est dans l'enfance, c'est pas maintenant. Et cet enfant de 7 ans, il était déjà capable de dire, un jour, je vivrai autrement. Ouais. Donc, dans sa fragilité d'enfant, cette petite fille, elle a donné beaucoup de force, en fait, à la femme adulte. Ah oui, je pense, tout à fait, oui. Ouais. Et ce qui fait aussi qu'après, il y avait une part, c'était par respect pour elle, quoi. Par respect pour elle. Je me comme disais, un engagement. J'ai pas le droit de trahir cet enfant, j'ai pas le droit, quoi. Ah oui, un engagement que vous avez pris pour elle. Même sans le savoir. Hein. Ouais. Mais c'est maintenant, même pas consciemment. C'est ce soir-là que vous mettez des mots dessus, Estelle. Ça, c'est vraiment formidable. Je trouve que c'est vraiment très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, de dire cet engagement que j'ai pris avec ma petite fille, avec mon enfant. Oui. Oui. Vous en prenez conscience là maintenant ou c'est quelque chose qui non mais là oui en le disant. Ah oui. Oui, je me souviens de tout ça et oui, j'en prends conscience là que finalement, j'avais un espèce d'engagement et celui-ci n'a jamais été rompu, quoi, jamais. Oui. C'est là aussi, vous me demandiez d'ailleurs sur l'exercice de cette conscience-là, c'est aussi les mots, c'est le langage. Alors, le langage soit avec un thérapeute, soit avec un cahier écrire, soit avec un ami très proche, un compagnon, une compagne. Mais dès qu'on met en récit, on engage quelque chose qui se pose. Les mots permettent de donner l'image à ce qu'on vit et donc créer la conscience. Le langage est lui-même vecteur de conscience. Et souvent, vous voyez, là comme l'échange qu'on a en ce moment, vous parlez, puis tout d'un coup, je vois que voilà, il y a des choses qui s'enclenchent ou qui avancent. Vous dites tiens, et ça vous amène à mettre en mots, à mettre en récit quelque chose que vous saviez, mais que vous ne saviez pas que vous saviez. Ah oui, voilà. Fait, oui. Et là, ça apparaît. Donc tout l'exercice, l'intérêt du langage, de la thérapie également, puis que c'est aussi quelque chose pour se connaître, pas seulement pour se soigner. C'est aussi pour ça qu'on va voir un psy aussi, en découverte de soi. En tout cas, merci beaucoup, Estelle, pour votre témoignage qui était fort. Encore une chose par rapport à votre livre, parce que je trouve que c'est important de le dire. Je ne sais pas qui est-ce qui s'occupe de la diffusion de votre livre, mais il est extrêmement dur à trouver. Oui. Moi, je veux que vous le sachiez. Bon. Je veux que vous le sachiez, ça, parce que moi, j'habite dans une grande ville en Bretagne. Oui. C'est Brest, voilà. J'ai dû faire toutes les librairies de Brest. Mais il ne pouvait pas le commander, non? Ah oui. Dans la plus grande librairie, finalement, je suis allée. Et finalement, j'ai finalement trouvé qu'il traînait dans un coin avec des tas d'autres bouquins. Je suis allée voir la vendeuse, mais pas du tout au rayon psy. Je suis allée voir la vendeuse, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est ce livre-là, c'est celui-là que je cherche. Elle me dit, mais celui-là, il y a une personne qui est venue le chercher il y a une semaine, mais on ne l'a pas trouvé. On a démonté toute la librairie, on ne l'a pas trouvé. On l'a trouvé après qu'elle était partie. On l'a mis de côté si jamais elle revient. Mais elle n'est pas revenue. Donc, mais ça se commande sinon. Oui, vous pouvez le prendre. Il est très dur à trouver. Mais ça se commande sur Amazon, sur la Fnac. Oui, ça se commande sur Amazon. Oui, c'est vrai, j'aurais dû. Non, c'est dommage. C'est vrai que c'est bien en librairie, mais bon, ou le libraire peut vous le commander. Voilà, moi j'ai un petit libraire de quartier qui me commande un livre quand il l'a pas. Voilà. Oui, mais c'est vrai que du coup, je le cherche. Merci. Merci en tout cas, Estelle. Merci de votre témoignage. Et merci surtout d'avoir partagé avec nous une partie de votre chemin pour nous encourager tous à poursuivre, puisqu'on est un peu tous merci dessus. À vous. Merci à vous, Estelle. Pour vos émissions, vous êtes vraiment formidables. Et moi, je recommande à tous les gens qui ont du mal à vous avoir au téléphone, qui sont vraiment dans des problèmes et tout, de lire votre livre. Mais c'est adorable. Écoutez, merci Estelle, je suis très touchée. Merci à vous, et bonne route à vous. Merci, au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Cathy. Oui, bonsoir Sophie. Merci. Enfin, moi, ça va peut-être être un peu dur pour passer après cette dame parce qu'elle avait une fluidité dans son langage que je n'aurais peut-être pas. Ah oui, mais on ne se compare pas ici. Oui, c'est bien, mais c'est parce que, si vous voulez, comme moi, c'est pas... Quand je l'ai écoutée, cette dame, c'était tellement intéressant que je me suis dit, oh là là,
je vais passer après un témoignage comme ça. Ça Ah, va mais pas le faire non, du tout. mais bien sûr que si, ça le fait déjà complètement, Cathy. Et on est ravis Oui, de vous ben avoir. voilà. Enfin, moi, Voilà. je vous téléphone parce que, en fait, ça fait 6 ans, ça va faire 6 ans que j'ai perdu mon mari. Oui. Et donc, j'habite dans une ville où quand mon mari est décédé, je ne connaissais pas beaucoup de personnes. Donc, quand mon mari est décédé, je suis restée bien 2 ans sans voir de personnes. Et après, je me suis dit, bon, bah, allez, remue-toi, fais quelque chose. Je me suis inscrite dans un Sur un site dans un Une dans un agence site, mais Ah oui. de rencontres amicales. Oui. Pas un compte. Et en fait, au départ, c'était bien. On faisait des petits cinémas ensemble, des restaurants avec des groupes de 25-30. Et puis après, les groupes se sont un peu dissociés. Enfin bref, on est devenu un petit groupe de 6 ou 7 personnes. Et alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un caractère où je ne suis pas une meneuse, je suis plutôt une suiveuse. Oui. Et en fait, je me fais bouffer par les gens. Enfin, je peux pas employer d'autres termes. Je me fais écraser par les gens parce qu'en fait, je sais pas dire non. Oui. Et ça me perturbe. Je suis obligée d'aller voir ma psy une fois tous les 15 jours pour me vider, pour lui dire toute la douleur que j'ai dans l'intérieur de moi tellement je souffre parce que ça vous dévore, oui. Ah oui, ça me dévore parce qu'en fait, il y a 2 ou 3 filles qui ont des forts caractères, Oui. alors que pas moi, si vous voulez. Et en fait, je les suis alors que je suis pas d'accord. Quelquefois, je suis pas d'accord avec ce qu'elles veulent faire. D'accord. Et vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez un peu pourquoi? Qu'est-ce qui fait, pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous les suivez, hein? Qu'est-ce que ça vous permet d'être, alors que si vous les suiviez pas, c'est quoi la crainte? C'est-à-dire que je suis toute seule. Si je les suis pas, c'est ce que je disais à ma psychologue l'autre jour. Oui. Si je les suis pas, je connais 0 personne. Donc, et pourquoi pas comme c'est un groupe, si vous les suivez pas elles et que vous en suivez d'autres, vous êtes avec d'autres, ça vous permet de découvrir d'autres personnes. Vous n'êtes pas que 4 dans le groupe. Non, oui. Tout à fait. Mais pour moi, c'est une démarche qui est assez difficile à faire. Oui, parce que je sais pas, j'ose pas. Je suis assez difficile pour aller vers les autres. Ah, et du coup, vous êtes un peu cachée, comme elles sont très meneuses, vous vous mettez dans ce groupe-là, voilà. Et puis vous êtes un peu à la fois planquée, mais dans la vie du groupe. Voilà, c'est exactement ça. Oui, d'accord. Et en fait, vous voyez, même quand on décide d'aller manger au restaurant, si moi je dis j'aimerais bien aller manger dans ce restaurant-là, on n'écoute même pas. Je veux dire, on m'écoute pas du tout. Hein. C'est comme si j'étais pas là. Je suis un fantôme, quoi. On écoutera ce que les deux ou une trois des trois là, ouais. Et moi, non. Alors, si vous voulez, je garde tout pour moi. Et puis, je pleure le soir quand je suis chez moi. Je téléphone à ma psy et puis je lui dis que je suis pas bien. Alors, elle me reçoit. Ça fait 6 ans qu'elle me connaît, ma psy, parce que c'est elle qui soignait mon mari pour. Quand mon mari il a fait son cancer, c'est elle qui l'a suivi, donc elle me connaît très très bien. Mais si vous voulez, ça me ramène à mon enfance parce que j'ai une sœur qui est plus âgée que moi et ma sœur m'a toujours menée par le bout du nez. Je faisais toujours tout ce qu'elle voulait. Et en fait, je me rends compte que je reproduis exactement la même chose. Vous voyez, j'ai 63 ans, Sophie, et alors je m'en veux parce que je me dis, mais tu te rends compte, tu refais exactement les mêmes choses que quand tu étais gamine, quoi. Ouais. Et alors, Cathy, plutôt que de vous en vouloir, si vous essayez de comprendre en quoi ça vous aide plutôt, si vous le faites, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui pense, il y a quelqu'un ou quelque chose en vous qui pense que c'est ça qu'il faut faire. Ou en tout cas, il y a l'enfant qui pense toujours que c'est ça qu'il faut faire, suivre la grande sœur. Et pour l'instant... oui, ça, par contre, c'est plutôt l'enfant. C'est plutôt l'enfant qui... Bon. C'est pas la femme, c'est l'enfant. Est-ce que la femme, elle pourrait dire quelque chose à cet enfant-là pour lui dire, écoute, maintenant je suis là, t'es plus obligé de suivre les grandes. C'est moi ta grande. C'est moi la grande dans l'histoire. Est-ce que vous pourriez... Voilà. De quelle façon Si je vais voir une psy, c'est bien pour ça que... Ouais. Et qu'est-ce que vous avez... Ouais. Et du coup, avec votre psy, justement, sur quelle piste vous êtes ou elle vous a mise? Vous voyez, qu'est-ce que vous avez compris que vous essayez maintenant de détricoter, peut-être?
Pas grand-chose. En fait, j'arrive pas vraiment à trouver de solution. Alors, c'est pas tant une solution, Cathy, c'est d'accueillir ça. C'est-à-dire, en quoi c'est un drame finalement que ces trois personnes qui ont des personnalités, j'ai l'impression assez fortes, auxquelles vous n'avez pas particulièrement envie de ressembler, qui ne vous ressemblent pas. Non, pas du tout. Bon, et vous n'avez pas envie d'être elles. On est bien d'accord là-dessus. Non. Bon, non, pas du tout. Ok, super. Alors, en quoi c'est si important? Parce que le nœud, il est là. C'est pourquoi pleurer de ne pas être accepté ou écouté par des gens finalement que j'estime pas tant que ça parce qu'ils sont pas qu'ils sont très différents de moi, mais en fait je suis pas dans les mêmes valeurs. Je suis pas en véritable amitié. Je suis pas en accueil. Non. Non, c'est pas une véritable amitié. Non, non, pas du tout. Okay. Et moi, si vous voulez, moi j'ai une amie qui habite à 50 kilomètres de chez moi. On se voit pas souvent, mais par contre c'est une fille qui est extraordinaire, qui a un fort tempérament aussi, mais si vous voulez, qui m'a revalorisé, qui m'a toujours revalorisé, qui m'a dit ma Cathy, mais non, tu vois, moi je suis comme ça, mais toi tu m'apportes ça, alors que les autres non, que pour m'enfoncer, m'enfoncer. Bon. Alors Cathy, vous voyez, c'est génial. C'est pas une histoire, effectivement, vous avez raison, de fort caractère. C'est que d'un côté vous avez une amie très bienveillante avec une forte personnalité, et de l'autre, on va dire, il y a trois pestes. Voilà, on va les appeler comme ça, ça va plus vite. Hein. Et vous me dites, en fait, j'en suis malade de pas me faire aimer des trois pestes qu'en fait je n'aime pas. Vous voyez l'absurdité. Vous voulez vous faire, voilà, et que du coup vous mettez votre énergie et votre volonté pas au bon endroit. Qu'est-ce qui vous empêche de lâcher ça et d'accueillir la femme que vous êtes en disant mais qu'est-ce que je me réjouis moi de pas être comme elle parce que j'ai pas du tout envie d'être là-dedans. Et vous pensez, voilà. Vous me dites exactement ce que ma fille me dit, parce qu'elle me connaît depuis 6 ans et puis elle m'a dit non, Cathy, vous n'êtes pas du tout comme ça. Je veux dire, elle me dit, vous êtes pas, vous êtes assez, je suis spontanée. Vous voyez, moi, je suis très spontanée. Alors que, mes copines, parce que j'appelle ça des copines, c'est pas des amies, les copines, elles sont pas du tout comme ça. Et en fait, je vous dis, là c'est malheureux, mais quand j'arrive le soir et puis qu'il y en a une qui m'a fichu une réflexion, parce que je sais pas, je saurais même pas quoi vous dire quelle réflexion elle a pu me faire, mais quelque chose qui a pu me blesser. Et je rentre chez moi, comme je prends des antidépresseurs, je prends le double pour pouvoir dormir. Alors je me dis, c'est ce que je disais à ma psychologue l'autre jour, vous vous rendez compte d'arriver à prendre plus de médicaments à cause de ça, c'est catastrophique, quoi. Mais en quoi vous donnez, vous savez, le pouvoir qu'a l'autre sur vous, c'est celui que vous lui avez donné. Ça veut dire que si une parole... si une de ces paroles est capable de vous atteindre à ce point-là, c'est que vous l'avez autorisé, vous lui avez donné ce pouvoir-là sur vous. Ah oui, c'est pas elle qui le prend. Non, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'il fait? Voilà, et du coup, y a quelque chose en vous qui donne ce pouvoir-là, comme si vous donniez le bâton pour vous faire battre. C'est exactement ça. Vous vous faites battre, en fait. Vous dites, tiens, je te donne le bâton, vas-y, frappe-moi. Ah oui, symboliquement. C'est ce qu'elle me dit aussi. Et finalement, avec votre sœur, ça devait être ça un peu. Peut-être que il y a quelque chose là, c'est que la petite fille a tissé quand même un lien d'amour et d'affection avec sa sœur, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire dans un sens destructeur pour vous. Ah oui, tout à fait. Et c'est exactement pareil. Je retrouve le même schéma. Vous voyez, quand j'étais petite, ma sœur, si par exemple, parce que ma mère, elle nous achetait des beaux vêtements, et si moi j'avais une robe qui était jolie, que ma sœur trouvait plus jolie que la sienne, elle me faisait déshabiller pour que je mette, pour que je lui donne ma robe et que moi je mettais la sienne. Et en fait, je refais exactement le même schéma. Oui, c'est l'histoire de la robe. Et là, votre maman intervenait ou elle n'était pas au courant? Elle n'était pas au courant, peut-être. Il y avait l'échange. C'est-à-dire qu'elle était au courant, mais elle faisait semblant de ne pas voir, quoi. Non. Parce que votre sœur avait justement une forte personnalité. Ah oui, ma sœur, elle avait une forte personnalité. Votre maman avait un peu peur d'elle, peut-être? Oui, je pense que c'est ça, oui. Et c'est pareil. Ouais. Non, je dis c'est pareil. Pour les sites de rencontres, je me suis fait déjà inscrire. C'est pareil, j'ose pas y aller. Je m'inscris, je me désinscris parce qu'on a droit à 9 jours de rétractation, vous savez, dans les sites de rencontres. Alors j'ai peur, après j'ai peur, je me désinscris, je m'inscris, je me désinscris parce que je suis pas sûre de moi, quoi. Je me dis qui c'est qui voudra de moi, c'est pas possible, quoi.
Alors, est-ce que, Cathy, maintenant que vous avez fait un grand bout de chemin, c'est que vous avez conscience voilà, de tout ça, qu'est-ce que vous comptez en faire? Parce qu'à un moment donné, soit vous subissez tout ça, j'allais dire éternellement, soit la chance que vous avez d'arriver là, à élaborer, à avoir cette conscience. Hein. Justement, vous parliez d'Estelle juste avant. Voilà, vous êtes sur ce même chemin en conscience. Qu'est-ce qui vous manque pour prendre la décision de dire, finalement, moi, je vais plus le donner, moi, le bâton. Je vais plus donner ce pouvoir-là. Et si je le donnais plus? C'est qu'en fait, j'ai peur. Alors, de quoi? Qu'est-ce qui va se passer? De la solitude, de l'isolement? Oui, voilà, je crois que c'est ça. C'est-à-dire, si je donne pas, alors il va plus rien m'arriver. J'aurai plus de contact. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce que je disais à ma psy l'autre jour. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous pourriez alors faire cette expérience à un moment donné, de pas aller donner ce bâton et de créer, puisque vous avez une amie là qui est bienveillante avec vous, vous savez vivre des expériences bonnes pour vous, nourrissantes. Vous savez déjà le faire. Oui. Hein, ok. Ah oui, là par contre, d'accord. C'est sûr que c'est... Est-ce que dans ce groupe-là, particulièrement, vous pourriez repérer une personne un peu plus peut-être discrète ou un peu moins, qui prenne un peu moins de place, mais avec qui vous vous sentez en sécurité pour aller vers elle et puis lui parler? Oui, faudrait que oui, je pourrais, mais si vous voulez, mon amie, elle allait marier, tandis que moi, je suis toute seule, hein. Donc, elle sort beaucoup avec son mari. Oui, mais je parlais dans le petit groupe où vous êtes. Ah oui, dans le petit groupe. Oui. De repérer. Oui, il faudrait que j'essaye de repérer, oui, mais vous savez, moi, je suis franchement déçue. Hein. Vous êtes déçue de quoi? De ne pas vous sentir acceptée, en fait? Oui. Ah oui, je suis déçue parce que je fais ce que je peux. Oui, mais alors, Cathy, mais Cathy, vous voyez encore l'absurdité, comme s'il fallait à tout prix être aimé de tout le monde. Vous savez, comme dit le proverbe, on peut pas plaire à tout le monde. Et quel est l'intérêt d'être aimé ou apprécié de personnes que soi-même, finalement, on n'apprécie pas tellement? Pourquoi est-ce si important? Et pourquoi pour vous c'est si important? Il y a des gens, moi, vous, n'importe qui, il y a des gens qui on sait qu'ils nous apprécient pas. Pour autant, est-ce que nous, on les apprécie? Est-ce qu'on va aller chercher cette compagnie-là alors que on n'a pas d'atome crochu, on se sent pas forcément en bonne compagnie? Et vous, c'est comme si vous me disiez oui, non, mais moi, ces gens-là, je me sens pas bien avec eux, mais je voudrais tellement qu'ils m'aiment. Juste pour ça, juste pour m'aimer. C'est ça. Oui, c'est. Mais vous avez raison. Hein. C'est catastrophique. Hein. Non, absolument pas. Ça veut dire que vous avez effectivement, bien sûr, Cathy, ce besoin d'amour qu'on a tous. Mais la question, c'est comment je l'écoute. Comment je l'écoute dans le bon sens. Qu'est-ce que j'en fais de ce besoin-là? Bien sûr qu'on l'a tous. Mais ça veut dire à partir de maintenant, Cathy, je vais vers les gens avec lesquels je me sens vraiment bien parce que je suppose ou je sens déjà que ces personnes-là, on va créer un lien qui va être un joli lien, un lien où on va se reconnaître, se connaître et se reconnaître. Et se reconnaître, oui, bien sûr. Sinon, vous êtes là dans ce petit groupe, celle qui prend les coups, quoi. Oui. Ça fait penser à la cour de récréation, vous savez, où il y a toujours une copine dans le groupe, ou dans les séries télé. Vous savez, il y a les séries télé, il y a toujours une qui s'en prend plein, qui est la victime, quoi. Moi, je suis celle-là, quoi. Ouais. Alors, vous allez prendre peut-être une décision, du coup, maintenant que vous savez tout ça? Oui, il faudrait que je la prenne. Mais je travaille dessus. J'ai déjà fait des efforts parce que je me suis permise de pas me laisser faire une ou deux fois parce que c'était vraiment grotesque, quoi. Et là, j'ai quand même, je me suis dit, Cathy, c'est pas possible. Ouvre ta bouche parce que sinon tu vas te faire écraser. Et j'ai quand même réussi à dire quelque chose quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les autres. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelle expérience vous avez fait? Elles se sont trouvées bêtes parce qu'elles s'attendaient pas à ce que je dise, que je lance une réflexion, quoi.
Et c'est une réflexion en mode stop, en mode je prends pas ce que vous me dites là, en mode Oui, hein oui. En mode oui, j'existe et s'il vous plaît, arrêtez de me marcher sur les pieds. C'était un peu ça. Oui, c'était ça. Oui, Ah, excellent. Et là, tout d'un coup, tout d'un coup, elles vous ont vu. Il y avait quelqu'un, il y avait Cathy en face d'eux. Ah voilà, en face d'elle. Après, tout le monde disait oui, t'es mignonne, t'es gentille. Vous savez, les compliments qu'on peut vous faire. Oui, t'es mignonne, t'es gentille. C'est surtout que tout d'un coup, vous dites attendez, vous êtes en train de me marcher sur les pieds. C'est pardon, j'avais pas vu. Oui. Et oui. Oui. Mais, Donc c'est faire valoir vos besoins, la personne que vous êtes. C'est vous considérer. Si vous vous donnez de la considération, vous obtenez de la considération. Ah, mais je suis bien d'accord avec vous. Ouais. Je suis bien d'accord avec vous. C'est super, Cathy. Vous voyez déjà que vous avez déjà un peu avancé. Non, mais c'est important les petits pas. On avance toujours avec des petits pas de fourmis, hein. Oui, c'est pas des grands pas. Non, que pas du tout. Des petits. Ouais. Merci Cathy pour votre témoignage. Et puis bonne route à vous. Merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct. On s'y confie, on se conseille, on partage les uns les autres ce qui tisse nos vies, on prend le temps pour chercher ce qui peut rendre votre vie plus douce. Alors si ce soir vous avez le cœur gros, la tête remplie de questions sans réponse, appelez-nous au 39 21. Quentin et Corentin sont là au standard pour vous accueillir et c'est Nicolas Godet qui réalise cette belle émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit écrit en majuscule ou envoyer un mail sur le site europe1.fr 39 21. J'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Bienvenue. Oui. Oui. Voilà. Donc, en fait, moi, mon petit souci, c'est que j'ai toujours eu des rapports un peu conflictuels avec ma mère. Oui. Mais bon, on arrivait à peu près à gérer. Vous savez, on faisait la politesse. Enfin, on utilisait un peu tout pour que ça se passe à peu près bien quand même. Et puis là, dernièrement, elle a un peu changé. Bon, avec l'âge, elle devient un petit peu plus nerveuse, des propos un peu plus durs. Elle gère un peu moins l'affectif. Ouais. Et moi, en même temps, j'ai le cœur un peu fragile. Ouais. Et donc, en fait, les deux font pas bien un bon ménage, quoi. Ouais. Et donc, j'arrive plus du tout à gérer son agressivité quand elle me téléphone, par exemple. Oui, vous vous sentez agressé quand elle vous appelle? Elle vous dit quoi, par exemple? Par exemple, si je vais lui parler et puis elle va me dire pourquoi tu me dis ça? Oui, de toute façon, t'es jamais d'accord avec moi. Elle est agressive, quoi. Ouais. Et quoi que je dise, quoi. Et puis, par exemple, elle va changer d'avis. Le lundi, elle va me dire un truc. Le mardi, autre chose. Après, elle va dire... elle va me dire oui, t'as raison. Et puis, en fait, c'est pas facile, quoi. Et donc, du coup, j'en ai marre, quoi. Donc, je lui dis, écoute, ça suffit maintenant. Voilà. Et quand je sens que mon cœur bat trop fort, je privilégie mon cœur, quoi. Oui. C'est-à-dire je privilégie... quand je sens que j'ai du mal à respirer, vous voyez que ça me... Physiquement, ça me... Oui, physiquement, ça vous prend. Oui, je comprends. Ouais. À ce moment-là, moi, je refuse
tant que j'arrivais à gérer mentalement. Oui, c'est Donc, ça. Mais en fait, tant que vous preniez tout sur vous, vous avez beaucoup pris sur vous. Et Voilà. est-ce que c'est possible, par exemple, quand elle vous heurte, quand elle change d'avis sur quelque chose, de lui faire un retour, de lui dire ce qui se passe pour vous à ce moment-là? Non. Non, parce que que je lui dis, écoute, je peux plus me disputer avec toi. Oui. Parce que j'ai des problèmes au niveau du cœur, j'ai le cœur fragile. Mmh. Et je vais expliquer la raison, mais là, c'est pas le propos au téléphone. Mais je lui ai dit, écoute, là, c'est pas possible, on peut plus se disputer parce que vraiment, j'ai le cœur fragile et c'est je supporte difficile pour plus. moi. Oui. Mmh. Alors, un jour, 2 jours, et le 3e jour, elle oublie et elle recommence. Elle oublie et c'est plus fort qu'elle, elle va être désagréable et puis ça me porte vraiment sur le cœur. Hein. Ouais. Donc, et si au moment où elle commence, vous lui dites stop? C'est-à-dire au moment où vous sentez qu'elle va là-dedans. Elle va raccrocher, je pense. Oui, elle est dans un rapport de force là où il n'y en a pas, quoi. Oui, là où il n'y en a pas. Oui. Et donc, je suis un peu paumée parce que Vous pouvez mettre un peu de distance, du coup, où elle a besoin de vous, vous devez vous occuper d'elle. Ça fait quelques jours déjà qu'on ne se téléphone plus, quoi. Oui, mais c'est pas une solution de couper le lien. C'est ça. Non, c'est pas une solution. Exactement. Oui. Il faut le juste milieu n'existe plus, quoi. Oui. Et elle n'entend pas. Et alors, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur qui est différente parce que elle. Comment elle fait, votre sœur? Oui. Comment ça se passe avec elle? Elle passe au-dessus, quoi. Oui, je la calcule pas, comme disent les ados. Je fais pas trop attention. Je prends pas les choses pour moi. Voilà. Elle les prend pas. Elle prend pas ce que dit votre maman personnellement. Voilà, exactement. Elle sait que ça lui appartient, qu'elle est comme ça et elle fait avec. Et alors, en fait, le problème qui m'ennuie là aussi. Enfin là, en ce moment, il y a plein de trucs qui se bouleversent dans ma tête, quoi. Oui. Parce qu'en fait, ce qui m'ennuie, c'est qu'en fait, moi, si vous voulez, je suis assez rationnelle. Je suis un peu terre à terre, quoi, hein, même. Hein. Et donc, en fait, moi, tout ce qui est du genre prévoir, protéger, faire, agir, vous voyez, des choses comme ça concrètes, je vois que ça disparaît par rapport pour elle. Et c'est un monde que je connais pas du tout. Vous voyez, tout ce qui est... moi, je suis vraiment... terre à terre, quoi. Je sais pas quel autre mot utiliser. Et donc, du coup, tout ce monde dans lequel elle commence à vivre, c'est-à-dire ce monde c'est un monde un peu de... Rien n'est sûr, tout est... vous avez besoin de choses tangibles, vous avez besoin que quand on dit quelque chose, on le fait, voilà. Et en fait, vous avez... C'est un monde qui me rassure, quoi. Oui, bien sûr. Et vous avez le sentiment que tout flotte pour elle. Voilà. Et là, ce monde-là, ça vous angoisse? C'est de l'inconnu. Hein. Pour moi, je sais même pas quoi ça attendez. ressemble. Oui, mais alors justement, Patricia, j'ai l'impression, beaucoup de choses. D'accord, mais c'est le sien. C'est comme vous dites, c'est son monde à elle, c'est pas le vôtre. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que quelle est ma part là-dedans? Donc, parce que d'un côté, moi, je vais plus supporter son agressivité physique. Oui. Et mentalement, je suis perdue aussi. Ça vous perd. Plus du tout à ma place, quoi. Oui, c'est comme si en fait vous ressentez tellement physiquement cette agression que vous n'avez plus accès à vous et ça vous bouscule, au vrai sens du terme, dans tous les sens. Et la question pour vous, c'est qu'est-ce que je vais faire de ça pour pas me sentir bousculée, parce que c'est son monde à elle et c'est pas le vôtre. C'est qu'est-ce qui fait finalement que son monde à elle, vous le laissez autant entrer en vous et que il arrive à vous bousculer autant? Comment vous pourriez faire pour effectivement accueillir ce qui elle est et ce qu'elle dit, en vous disant oui, mais c'est à elle, c'est pas à moi. Et presque c'est pas à moi qu'elle s'adresse finalement. Parce que si vous voulez, moi je pars du principe que c'est ma mère. Bien sûr, oui. Bon, je suis sa fille. Oui. Donc on est bien obligé de vivre, on est bien obligé de faire avec jusqu'à ce que. Oui, c'est surtout que vous souhaitez. Donc je suis bien obligée de vivre dans ce monde-là. Je peux pas dire non, tout compte fait, je m'échappe.
Non, c'est pas ça, en fait, ce que je voulais vous dire, en fait. C'est pas, je prends la fuite et je m'échappe ou je coupe le lien. Je sais pas de faire autrement, voyez-vous. Oui. En fait, vous me parlez en blanc et noir. Vous me dites soit c'est blanc, soit c'est noir. Voilà, et j'essaye de vous dire, il y a le gris. Il y a une autre couleur entre les deux. Je ne sais pas ce que je connais pas. Je connais pas du tout. Je suis vraiment... Les autres couleurs de l'arc-en-ciel. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Voilà, je sais pas faire... Alors, c'est pas tant à faire qu'à lâcher quelque chose. C'est pas à faire. C'est accueillir quelque chose en vous disant, ok, c'est ce que c'est, et c'est pas moi, mais c'est elle. Et j'en fais rien. C'est justement ne rien en faire. D'accord. Ça, là, pour le coup, Patricia, c'est je ne fais rien de tout ce qu'elle me raconte. Voilà. Et c'est pas faire preuve d'insensibilité que d'être... non, est-ce qu'elle vous demande d'en faire quelque chose? Non. C'est pas sa demande à elle. Non, effectivement. Non, sa demande, c'est juste de se déverser sur vous au moment où elle en a besoin, parce que elle vieillit, et puis qu'elle a besoin de parler à quelqu'un, qu'en l'occurrence vous êtes sa fille, et qu'elle sait qu'elle vous trouve là. Elle va vous trouver, vous allez bien être là, vous fuyez pas, mais vous n'en faites rien. Même si je suis pas d'accord avec elle, faut pas que je lui dise. Non, mais vous pouvez, vous n'avez pas besoin de rentrer, sauf si c'est un sujet sur lequel vous devez agir, ou je ne sais pas s'il y a une course à faire, s'il y a une organisation à mener, ça dépend sur quoi. Mais si c'est une opinion, par exemple, une opinion, oui. Voilà, vous pouvez dire éventuellement très calmement que vous entendez son opinion sans la partager. Et dans la mesure où, par exemple, moi, j'ai toujours été un peu... oui, le fait d'être un petit peu, pas autoritaire, mais disons d'avoir des avis tranchés, par exemple, comme j'avais toujours un peu très terre à terre. Si tout d'un coup, moi, je suis plus comme ça, je suis plus terre à terre, est-ce que c'est pas la laisser un peu partir très vite dans ses délires, dans ses... Parce que le fait de la tenir un petit peu... C'est quoi le danger? C'est-à-dire qu'en fait, ma question, c'est est-ce que, comme je la tenais un petit peu par rapport à des délires, vous la recadriez, vous la remettiez dans du cadre. Est-ce que si tout d'un coup, elle a plus du tout de ce côté-là de moi, sur vous appuyer, la déstabiliser. Oui, non. Vous pouvez faire des expériences à la marge sur des choses pas trop importantes ou prioritaires à vos yeux. Mais là, quand vous me dites, moi j'ai mes opinions tranchées, ce que j'entends, c'est j'aime bien avoir raison et j'aimerais bien que ma maman entende à quel point j'ai raison. À quel point c'est important pour moi. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez agressé. C'est que on est toute sa vie, la fille de sa maman, et on aimerait bien que sa mère soit d'accord avec soi. Parce que le lien, on a le sentiment qu'être dans l'accord, quand on s'aime, ça rassure, c'est ça. On se dit, oui, on s'aime puisqu'on est d'accord. Mais on peut aussi s'aimer, avoir un lien d'affection, et pour autant, on partage pas un point de vue, on n'est pas d'accord et chacun a le sien. Et pour autant, voilà, on apprend aussi à s'aimer. Là, on n'est plus en fusion, on est chacun différent. Il y a Anne qui envoie un message en disant « Ça fait 40 ans que je ne parle que de banalité avec ma mère car aucune discussion est possible car elle a toujours raison. » Mais c'est énervant. C'est vrai, c'est énervant. C'est énervant parce que l'enfant qu'on est et qu'on reste aimerait tellement que cette maman, elle se range à vos évidences à vous. Et non. Donc en soi, Mais dans ces cas-là, ça veut dire que moi, si je m'efface, je laisse porter tout le poids à ma sœur et c'est pas très sympa, quoi. Vous me dites que votre sœur ne supporte pas de poids. Non mais oui, mais enfin, vous pensez qu'elle le supporterait? Là, quand même, là, elle le sent bien, là, parce que jusqu'à présent, elle supportait aussi, mais là, elle me dit quand même que là, elle en a un petit peu marre aussi, quoi. Vous voyez, à un moment. Elle en a un peu marre de cette maman un peu agressive. Elle en a un peu marre d'être... Parce que comme moi, je suis un peu... Moi, je lui dis non. Ma mère, elle va voir ma sœur. Oui. Ma sœur, elle dit oui à tout. Alors du coup, ma mère, elle se tourne vers ma sœur. Mais c'est non à quoi, par exemple? Vous lui dites non à quoi? Je sais pas, je lui dis non, mais c'est des trucs ridicules. C'est des choses à faire? Non, c'est des choses complètement ridicules. Si par exemple on va manger au restaurant, mais c'est des choses tellement bêtes, vous voyez, qui n'ont aucun sens. Si on va manger au restaurant,
je lui dis, on prend le menu. Eh ben non, elle va pas lire le menu, il faut que ce soit moi qui choisisse. Je lui dis, mais prends le menu, regarde. Non, je dois choisir. Vous voyez, c'est des trucs mais complètement idiots. Mais alors, attendez, non, mais c'est intéressant, il n'y a pas de petites choses. Il y a rien d'idiot dans la vie, et les petites choses sont celles qui parlent le plus, finalement, de nos façons d'être et de faire. Si vous essayez de comprendre quel est son besoin, parce que là, en fait, vous êtes en train d'être face à elle, votre besoin, c'est qu'elle prenne le menu. On va prendre cet exemple-là. Et elle, son besoin, c'est que vous choisissiez. En quoi ça vous ennuie, vous, Patricia, de choisir pour elle? Qu'est-ce que ça vous fait de choisir? Parce que je considère qu'elle est capable de Mais elle n'a choisir. pas envie. Elle voudrait que vous choisissiez. Mais chaque personne choisit ce qu'elle veut. C'est pas oui, mais si elle a envie que vous fassiez ça, pourquoi? Ah mais non, moi je n'ai pas envie de. Ah bah vous n'avez pas envie, ok. Ah non, je peux pas. Je suis incapable de gérer tout ce qui est pour moi complètement. Ouais, mais elle est en train de régresser. Elle vieillit. Elle est en train de devenir un peu une petite fille avec des caprices, des quelquefois un peu agressives, etc. Donc elle a besoin d'être prise en charge, qui est l'âge en fait en avançant. Et elle a besoin d'être là à vous appeler ou à réclamer, etc. Si vous rentrez dans ce jeu en essayant de l'éduquer, elle est justement pas une petite fille, c'est une femme d'un certain âge. Donc c'est plutôt l'accueillir, en disant aujourd'hui tu veux pas choisir, je vais choisir pour toi. C'est avoir cette capacité d'accueil. En quoi, à chaque fois que vous allez être dans ce genre de situation, vous êtes libre de choisir. Vous pouvez dire là-dessus, je vais pas m'arc-bouter là-dessus parce que c'est pas très grave, et ça va lui donner à elle de la sécurité, ça va la rassurer. Non, même pas. Non, si c'était comme ça, je le ferais volontiers. Mais non, en échange, la dernière fois, j'ai pris une galette. Elle en a mangé un bout, elle a dit j'aime pas, et puis voilà. Et tant pis. Vous voyez, et pourquoi ça vous ennuie? Parce qu'elle mange pas. Donc il n'y a jamais, la bonne solution. Oui, mais j'ai l'impression, Cathy, que ce qui vous énerve, c'est qu'elle fait pas comme vous voudriez qu'elle fasse. Non, parce que je vais essayer de faire comme elle veut, ça va pas. Je vais essayer de faire autrement, ça va pas. Il n'y a jamais rien qui va. Donc du coup, c'est désarmant, vous voyez. Ce qui est désarmant, c'est que vous faites vis-à-vis d'elle et vous faites pas vis-à-vis de vous pour elle. Restez en lien, mais faites les choses comme vous les semblez bonnes pour vous, et elle prend pas, et n'en faites pas une affaire toute personnelle. Voilà. C'est ce que je pensais moi aussi, et j'avais un peu, je me disais mince, mais moi je pense que il faut quand même que je pense à moi, vous voyez. Oui, mais c'est une bonne. Important de bien penser sûr, à moi, mais c'est une exactement. Mais si vous êtes tout le temps centré par rapport à elle, c'est ce que vous avez tout à fait bien expliqué au début. Vous vous sentez envahi, ça vous panique, ça vous fait mal au cœur, ça vous angoisse. Donc c'est vous et elle, c'est pas moi ou elle. Aujourd'hui, dans le système que vous décrivez, c'est soit moi, soit elle. Voilà. Et là, c'est le et où, voilà. Exclusif, exact. Et que du coup, vous allez essayer d'être dans l'alliance. Moi, je compte, elle aussi, elle compte, et on va voir à quel endroit on se rencontre. Puis il y a des moments où on se rencontre pas. C'est pas grave. On peut pas se rencontrer à tous les coups. D'accord. Mais au moins, on reste dans le lien. Ouais, j'ai compris. Il faut pas que. Parce que sinon, c'est où elle gagne et je perds. Ah non, lâchez pas le lien. Non, parce que la fuite, ça n'arrange rien. Surtout dans les générations, quand on peut... Bon, bien sûr, ça arrive qu'on coupe des liens. Mais on souffre plus d'une coupure de lien. Hein. Le mot coupure, c'est très dur. Il y a un auditeur, une auditrice... Et quand une personne comme ça, qui a quelques années, se fâche, je veux dire, a des petits soucis et est énervée, elle va mettre combien de temps à oublier? 6 mois, 3 mois? Oh ça, on n'en sait rien. Ça dépend. C'est-à-dire, quand vous dites elle va mettre combien de temps dans l'être humain? Si elle est fâchée, avant, elle mettait 2 jours avant de dire on s'est fâché, mais c'est pas grave. Maintenant, elle met plus de temps. Ils mettent plus de temps, les gens.
Ça dépend. Voilà, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est qu'en vieillissant, il faut que vous compreniez aussi que du coup, ses besoins ont un peu changé et qu'elle a surtout besoin d'être rassurée. Et quand elle vous agresse, c'est qu'elle a peur. L'agression, c'est de la peur. Quelqu'un qui est agressif, c'est quelqu'un qui a peur. Elle doit sentir qu'elle vieillit et ça la rend agressive parce que voilà. Il y a des gens qui agressent parce que ça leur fait plaisir. Hein. Je pense pas que ça leur fasse plaisir. Il y a quand même des gens violents et méchants. Hein. Oui, mais ça leur fait pas plaisir. Qui tape son enfant, l'enfant n'est pas agressé. Hein. D'accord, mais vous dites ça leur fait plaisir. Bon, de là à ce que ça leur fasse plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas, ça correspond chez eux à une façon de s'exprimer parce qu'ils n'ont pas trouvé en eux la façon qui correspondrait à leur véritable besoin, qui n'est pas écouté. Et elle, voilà, peut-être que il est là aussi sa question pour elle. Il y a un auditeur qui dit: j'ai toujours tenté de me faire aimer par ma maman pendant 58 ans. J'ai finalement pris de la distance. J'appelle chaque jour pour prendre des nouvelles. Bon, mais après c'est à vous de tisser. Voilà, au cas par cas, bien sûr. Bon courage avec merci, c'est très avec votre gentil. maman, hein, Patricia. Oui. on en est toutes là. Oui, on en est toutes là. J'en profite d'ailleurs parce que c'est amusant et que je l'ai à côté de moi parce que je suis abonnée. Il y a un journal qui s'appelle Le Cercle Psy. Je le mettrai sur la page Facebook. Et alors la une de ce mois-ci, c'est génial, c'est supporter sa famille. Tout un programme. Alors comment on en parle? Du coup, j'en profite pour le dire, mais je mettrai le journal sur la page Facebook. Merci Patricia. Merci. Au revoir. Pour parler à Sophie Peeters, Appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonjour José. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, disons, j'ai tout un tas de problèmes. Oui. Bon, premièrement, je souffre de solitude. Oui. Et puis par là-dessus, j'ai 5 ou 6, je fais du diabète, je fais de l'hypertension, je suis traité pour la prostate. Oui. Alors tout ça, ça m'inquiète, quoi. Ouais, oui, je comprends. Et qu'est-ce qu'il y a de doux, de fort, d'agréable dans votre vie qui vous permettrait de vous donner de la ressource face à toutes ces soucis? Pas grand-chose. Pas grand-chose, en fait. Hein, c'est bien mais ça. Mais non, parce qu'en plus, j'arrive à un âge, j'ai 65 ans, donc la vie passe très vite. C'est vrai. Et puis, non seulement ça, et puis, disons, avec tous les médicaments que je prends, ça va jouer sur mon état physique. Sur votre morale aussi. Parce que oui. 65 ans, allez, c'est jeune aujourd'hui, 65 ans. Hein, on peut encore être en bonne forme. Qu'est-ce que vous... Bon, il y a sans doute un conseil de la part du corps médical, mais c'est plutôt dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites pour vous, vos activités, les gens que vous voyez? Qu'est-ce que vous faites pour vous-même, José? Qu'est-ce que vous faites de bien pour vous-même? Disons, j'ai pris des solutions. Oui, mais par exemple. Il faut que j'arrive à terme. Mais alors, par exemple, qu'est-ce que c'est? Prendre des solutions et arriver à terme. Donc, je vais refaire du sport. Oui. Donc, c'est avec des personnes âgées, forcément, parce que, disons, au niveau équilibre, je tiens pas tellement l'équilibre. Oui, donc faut que vous réhabituiez votre corps progressivement. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors. Et puis, oui, dites-moi. Oui, donc, et puis alors, quand j'étais jeune, j'en faisais voir à ma mère, j'étais très dur. Ouais. Et puis maintenant, je suis, comment dirais-je, je suis fragile, quoi. Comme si vous étiez passé de ce petit garçon ou cet ado un peu dur à quelqu'un qui se sent très vulnérable. Oui, tout à fait. Oui. Ce qui est finalement aussi dans la maturité, c'est vrai, qu'en avançant dans la vie,
on éprouve sa force quand on est enfant, petit, ado, et puis on se découvre un jour dans une vie finalement assez vulnérable. Mais c'est aussi le sens de notre force qui est là, parce que c'est notre humanité. Mais et puis en plus, il m'est arrivé un truc complètement fou. J'ai rencontré une Africaine. Ouais. Et puis donc, je m'absente une semaine pour aller voir mes enfants. Et alors, quand je reviens, il y avait tout un tas de gamelles dans l'évier. Alors, j'ai pensé qu'elle n'avait pas passé le temps à l'appartement qu'on avait loué. Alors, je lui ai demandé des explications. Ouais. Et puis, elle voulait pas m'en donner. Alors, je l'ai poussé à bout. Ouais. Et puis, elle m'a dit, je vais te tuer. Et puis, on s'est battu. Ouais. Et puis, alors, maintenant, je suis en divorce. Vous étiez marié avec elle? Ben oui. Elles sont malines, hein. C'était votre seconde femme, alors? Oui, tout à fait. Oui. Je me suis fait piéger, quoi. On se fait piéger que si on veut bien se faire piéger, hein. Personne nous piège, hein. Ça, dans la vie, vous savez, se faire piéger, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Cathy, hein. Le pouvoir qu'ont les autres sur nous, c'est celui qu'on leur donne. Oui, et puis alors. Oui. Et puis en plus, elle avait un caractère très fort. Ouais. Parce que ces personnes-là, elles étaient tellement, elles n'avaient pas grand-chose pour vivre. Donc, elle se battait, quoi, pour trouver ceci. Elle était très, très, très courageuse. Hein. Et puis moi... Ouais. Oui, pardon. Et aujourd'hui, vous avez... Donc, vous en êtes où dans vos histoires de vie, dans cette Le divorce est prononcé, déjà? Disons oui. Oui. J'ai passé en appel, j'étais condamné. Alors je donne 250 € par mois. Oui. Et ça dure depuis plus de 2 ans. Oui. Et donc pour moi c'est relativement lourd en plus. C'est relativement lourd dans votre budget. Ben oui, parce que comme je suis en retraite. Oui. Et vous avez des enfants d'un premier mariage, c'est ça? Oui. Que vous voyez toujours, qui sont là dans votre vie? Oui, bien sûr. Ils ont quel âge, vos enfants? Ils ont 40, 43 et 40. Il y en a 3, donc? Non, excusez-moi. Oui. C'est sur l'âge que... Ah, pardon. 40 et 43, c'est ça? Voilà, tout à fait. Mais alors, pardon, j'en ai une de mes filles qui veut pas entendre parler de mes affaires, c'est-à-dire le divorce, quoi. Parce qu'elle estime que c'est votre autre vie, puisque c'est avec votre seconde femme, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, et puis aussi, elle avait 25 ans de moins que moi aussi. Donc, donc pas très loin de l'âge de votre fille, si je comprends bien. Elle était un an plus jeune. Et vous pensez que... Alors... Oui. Non, je vous écoute. Non, et vous pensez du coup que votre fille, elle n'a pas de créé de lien donc avec votre seconde femme, du fait de l'âge. Même mon autre fille. Oui. Elles n'ont pas bien accepté cette seconde femme. Non. Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Alors moi, ça me faisait hésiter forcément. Mais maintenant, alors que vous êtes séparés, est-ce que le lien du coup avec vos filles a changé? Tout à fait. Oui. Elles sont très bien avec moi, mieux qu'à une certaine période, naturellement. Parce qu'elles se sont bien rendues compte que, en fin de compte, je me suis fait avoir, quoi. Peut-être un peu de crédulité, l'amour rend aveugle, dit-on. Oui, tout à fait. Donc un peu d'aveuglement pour cette belle jeune femme africaine.
Ah oui, Mais ça veut pas, voilà, ça veut pas dire se faire avoir. C'est accepter que voilà, vous aviez eu peut-être un coup de foudre et puis c'était pas tout à fait la relation que vous aviez envie de vivre. Mais c'est prendre votre part. Parce que si vous vous dites, José, je me suis fait avoir, ça veut dire que vous ne prenez pas votre part et que vous devenez une victime de la situation que vous avez vécue. Et quand on est victime, c'est vraiment très désagréable parce qu'on a de la rancœur, de l'amertume. Ça pèse lourd psychiquement d'être en mode victime. Alors que quand on prend sa part, on accepte d'avoir été d'accord. Et quand on accepte, on est un peu plus léger, on est un peu plus libre. Mais oui. Bah oui. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour accepter le José qui est tombé amoureux d'une belle jeune femme africaine un jour et qu'il a épousée? Et oui, aujourd'hui, il est divorcé et il doit payer 250 €, qui est, voilà, la vie aussi des divorces. Vous seriez ni le premier ni le dernier. Oui, non, mais ça, je le sais. Mais, disons, pour moi, elle avait calculé son truc, hein. Mais alors, ça fait de vous encore une fois une victime, José. Si vous dites elle avait calculé son truc et que vous enchaînez les clichés et en plus, j'allais dire, teinté d'une histoire raciale, vous devenez une pauvre victime qui s'est fait avoir, le dindon de la farce, et ça vous fait pas du bien. Ça vous fait vraiment pas du bien. Vous ne vous faites pas du bien en faisant ça. Oui, puis en plus, double victime, puisque j'ai été condamné par la cour d'appel. Ça sur la pension? Oui, et puis en plus, à la fin, il va falloir que je lui donne une truc compensatoire. Une prestation compensatoire? Ouais. Parce qu'elle gagnait pas sa vie. Si, mais elles sont malines, elle fait du noir et tout. En tout cas, José, moi, le message que je tente là de vous faire passer, c'est que plus vous allez prendre la part dans cette histoire qui vous allait quand même bien, moins vous allez vous sentir manipulé, victime, pigeon, tout ce que vous voudrez. Plus vous aurez le sentiment de retrouver de la puissance et de la liberté. D'accord. Ça vous parle. Alors, il y a Feuille d'érable qui, en entendant vos problèmes de santé aussi, pensez au Qigong. Vous dit Feuille d'érable particulièrement recommandée pour rétablir l'équilibre du corps. Et pourquoi pas une visite chez un naturopathe qui apprendra votre corps à recouvrer une certaine santé. Mais disons, j'ai rendez-vous avec un hypnotiseur. Oui. Pour faire de l'hypnose, oui. Ouais, pour le stress notamment. Pour le stress, oui, parce que vous vous sentez très stressé. Mais oui, puisque je fais de la tension. La tension, oui. Je suis traité pour l'hypertension. C'est vrai que ça peut être effectivement une de toute façon, tout ce que vous ferez sur d'autres approches, en médecine naturelle, tout ce qui va vous détendre, vous ramener à vous finalement, ça va vous mettre moins dans cette tension un peu victimaire dans laquelle vous êtes. Vous allez retrouver, parce que ce qui compte là, José, dans votre vie, c'est que vous retrouviez un sentiment un peu de liberté, de maîtrise de votre vie, pas ce sentiment que votre vie vous échappe. Ouais. C'est ça qui semble vraiment important pour vous. Et justement, avec vos filles, parce que vous me disiez au début, quand vous avez appelé, vous avez dit je souffre de solitude, mais en même temps, vous avez retrouvé un lien plus proche. Vos filles sont mamans, vous êtes grand-père également? Oui, parce que j'ai une fille qui attend son 4e bébé. Waouh, 4e bébé. Et alors, elles habitent loin de chez vous? Vous les voyez souvent ou? Oui, on les voit. J'en ai une qui habite à côté de chez moi. Je la vois une fois par semaine. Oui. Et puis l'autre, on la voit un peu plus tard
parce qu'elle habite en Vendée, En Vendée. c'est-à-dire à 70 km d'où j'habite. De là où vous êtes, d'accord. Oui, donc vous êtes entouré quand même, c'est important ça aussi. De vos petits-enfants, de votre fille. Hein, vous avez des gens autour de vous. En tout cas, j'espère, José, que vous allez garder de notre échange cette force ou cette envie de dire, dans l'histoire que j'ai vécue, presque qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, quoi. Faire un peu le tri pour que vous gardiez une part à vous, pour que vous sentiez moins. Hein, d'accord. Mais disons, je vais en garder une petite partie. Ah, ok, mais c'est pas grave. Même si c'est la petite, elle vous fera du bien parce qu'elle va vous redonner de la liberté et surtout de la pugnacité et de la puissance. D'accord ? Ouais. Bon courage à vous, José. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir, Olivier. Oui, bonsoir, Sophie. Bienvenue à l'antenne. Merci. Donc moi, j'ai 20 ans. Je voulais un peu m'exprimer par rapport à mon parcours scolaire, parce que je pense qu'il y a aussi des jeunes qui écoutent la radio à cette heure-ci, oui. En ce début de week-end. Et donc moi, j'ai eu un parcours plutôt difficile, et je voulais donner un message d'espoir à tous ceux qui écoutent, qui sont jeunes, et même peut-être qui sont plus vieux, qui veulent avoir un espoir d'orientation de vie professionnelle. Ouais, avec plaisir, Olivier, parce que vous savez que le chômage des jeunes et le chômage des vieux, des plus de 50, des seniors, c'est les deux plus gros taux de chômage en France. Donc oui, je vous confirme, Olivier, que les jeunes ont besoin d'entendre un message d'espoir. Alors quel est-il, votre message, Olivier ? Alors moi, il faut savoir que j'ai eu mon bac à 20 ans. Oui. Et on s'est beaucoup moqué de moi par rapport à ça, parce que les gens comprenaient pas pourquoi j'avais mon bac à 20 ans. Ouais. Et ah bon ? en fait, ouais. Oui, parce que en général, les gens ont leur bac à 18 ans, simplement. Et moi, j'ai dû redoubler ma troisième pour des raisons personnelles. Mmh. Et ensuite, j'ai fait une reconversion. Je suis parti en première S. Ouais. Et ça m'a pas du tout plu, parce que c'était vraiment purement théorique. Enfin, moi, j'arrivais pas à me retrouver là-dedans. Mmh. Et du coup, j'ai changé, je suis allé en technologique. Ouais. Ce qui fait que du coup, je suis passé du général en technologique. En bac pro, hein, c'est ça qu'on dit ? Non, technologique. Ah, en technologie, d'accord. Ouais, en fait, il y a général, 3. Du coup. D'accord. Il y a général. Technologique et pro. Et professionnel. Ouais, ok. Et moi, je voulais m'orienter en technologique, puisque je voulais après aller en BTS audiovisuel. Ouais. Et il se trouve que, il y a deux façons d'y aller. Il y a la façon générale avec le bac S, et il y a aussi avec un bac technique STI 2D, c'est un bac sur les sciences de l'ingénieur. Oui. Et ça mène aussi avec une certaine option vers là. Oui. Et donc après avoir fait une année de première S vraiment très difficile, où j'étais pas bien, je travaillais énormément pour des résultats qui étaient très médiocres, j'ai décidé de changer. Malheureusement, le fait que ce soit en technologique, ça m'empêchait de passer directement en terminale. C'est pour ça que j'ai dû repasser en première, ouais. D'accord. Ce qui est courageux à ce stade, c'est de se dire, je suis pas bien dans la section. En plus, vous avez beaucoup de pression là maintenant, parce que vous devez choisir déjà un circuit d'études professionnelles. Et là, vous vous êtes rendu compte que non, c'était pas votre voie. Donc c'est courageux déjà de dire non, je préfère prendre une autre voie à côté qui va pour autant pas me faire perdre un an, parce qu'on perd jamais son temps dans les études, mais en tout cas me ralentir par rapport à l'âge du bac. C'est ça. Et puis j'ai l'exemple aussi avec des personnes de ma famille qui ont eu leur bac S, j'ai envie de dire à des pâquerettes, ouais. Et qui étaient très contents de l'avoir, mais après qui se sont un peu perdus dans leurs études. C'est-à-dire qu'après sont partis dans une filière, puis en médecine par exemple, et puis après finalement ça n'a pas accroché. Et au final, après, pour éviter de rester trop inactifs, sont mis par exemple à travailler à McDonald's pour gagner un petit peu d'argent, mais ça fait vite des années de retard. Exact. Et au final, moi je trouve que c'est plutôt bien à toutes les personnes qui sont un peu perdues, de vraiment, quitte à avoir du retard par rapport aux autres, se donner toutes les bonnes choses de son côté pour après arriver et puis être entre guillemets blindé, quoi.
Ouais. Alors, surtout qu'en plus, vous voyez, c'est intéressant votre témoignage, Olivier, parce qu'effectivement, à votre âge, on pense au retard âge, mais je vous assure que dans 5-10 ans, il n'y paraîtra plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes ces histoires-là qui sont effectivement, hein, vous avez raison, importantes dans votre classe d'âge, quand on se compare, ah bah tiens, toi t'as ton bac à 20 ans, les autres à 18, mais c'est quelque chose qui s'estompe complètement avec le temps, en fonction des choix qu'on fait. Donc c'est important. Votre témoignage pour dire il faut faire le choix qu'on sent au moment où on le sent et pas s'angoisser de se dire mais je suis pas dans les clous en fonction de l'âge que j'ai. Et puis oui. Puis c'est tout à fait vrai, même sans attendre 10 ans, puisque là après, actuellement, j'ai réussi à aller en BTS audiovisuel. D'accord, ouais. Donc là, vous êtes en BTS en deuxième année après le bac, c'est ça? Non, première année. Première année après le bac. En 2 ans et je suis en première année post-bac. Post-bac, d'accord. Donc vous avez et là vous avez 20 ans là, 21? C'est ça, 20 ans. 20 ans. Je vais être sur 21, oui. Ouais. Et j'ai des amis qui sont aussi, eux, en BTS dans ma classe, qui, eux, ont par exemple 24 ans, parce qu'ils sont allés en fac de quelque chose, et puis après, voilà, ils se sont réorientés, et donc ça prouve que, voilà, il y a là, à partir de ce moment-là, là, je ne fais plus rien. Enfin, il n'y a plus aucun effet sur. Oui, vous retrouvez déjà. Oui, c'est ça. Vous retrouvez, ça y est, maintenant avec votre même classe d'âge en BTS. Mais en lycée, c'est vrai que c'était beaucoup pointé du doigt de passer des années. Je sais que maintenant, en plus, c'est très compliqué apparemment de redoubler. On ne veut plus faire redoubler parce que ça coûte trop cher. J'ai cru comprendre. Que maintenant on proposait, par exemple, les redoublements en troisième, c'était quasiment plus possible, alors que moi ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de me donner les meilleures armes possibles pour la suite, quoi. Ah oui, pour désengorger en fait le système, ils évitent, vous dites, de faire redoubler maintenant. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais, alors que quelquefois, effectivement, on a des maturités très différentes en classe de troisième, et quelquefois redoubler permet d'acquérir en fait une maturité qui ferait défaut sur des classes de seconde ou de première. Mais c'est cruel, hein, le collège et même le lycée, c'est assez cruel entre jeunes. Hein. C'est difficile. Après, en toute sincérité, c'était pas forcément un problème de maturité. Ouais. C'est plus vraiment un problème scolaire, quoi. Il y a des personnes, moi je fais partie de ces personnes-là qui sont vraiment pas du tout en accord avec la scolarité, qui sont vraiment pas dans leur élément, quoi. C'est là où vous avez compris que dans la filière S, vous êtes passé en bac technologique, Et en bac technologique, je me suis vraiment exprimé puisque c'est beaucoup plus pratique, et au final, c'est ce que j'aime, moi. Et c'est important votre témoignage, hein, parce que c'est vrai que tous les parents, et puis il doit y avoir aussi des parents qui nous écoutent, qui s'accrochent avec leurs enfants aux filières générales, où des enfants sont en difficulté, voire en échec. Et vous dites, voilà, moi ça me parle parce que c'est tangible, hein, c'est un peu des sciences de l'ingénieur, de la technique, de la technologie, et je me sens bien avec ça. Et c'est courageux. Et vos parents, comment ils vous ont accompagné là-dedans, Olivier ? Alors justement, c'est une très très bonne question, puisque mon père qui m'élève, qui a ma garde, malheureusement à cause d'une séparation, il m'a vraiment soutenu. Il m'a dit, quoi que tu fasses, je te soutiendrai, juste il faut que tu ailles au bout de ce que tu fais. Ma première S, même si elle était en échec, je suis allé au bout. Alors si j'ai un message à donner aux parents qui écoutent, et peut-être aux enfants, c'est vraiment de ne pas forcer leurs enfants à faire quelque chose, de ne pas leur dire va en S parce qu'après tu peux faire tout. C'est pas la vérité, c'est vraiment de leur demander qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. D'accord, mais quand ils savent, parce que souvent la question, la réponse à cette question-là, c'est mais je sais ce que j'ai pas envie de faire, mais pour autant je sais pas ce que j'ai envie de faire. Et là, quel conseil vous donneriez à cet endroit-là ? Après, on ne sait jamais rien. On n'a jamais aucune idée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai vu une conseillère en orientation qui m'a beaucoup aidé. Donc peut-être aller voir un conseiller en orientation. Il y en a souvent, je crois, dans chaque lycée. Il y en a dans chaque lycée maintenant, exactement, qui sont des psychologues, hein, très souvent. Hein. Elles sont des psychologues de métier. Et en général, il y en a quelques-uns qui vont dire oui, mais moi ça m'a servi à rien, on nous fait voir des tableaux, etc. Simplement, on a toujours un profil. Si on est plus axé sur la lecture, sur l'envie d'apprendre les lettres, elle sera une bonne chose, même si après, forcément, il y aura peut-être une orientation, mais elle peut se faire après le bac. Si la personne se sent bien dans ce genre de matière,
qu'elle aille en L. Si une personne est plus à l'aise avec les chiffres, l'économie, qu'elle aille en ES. Et si elle sait vraiment pas, effectivement, en général, c'est un bon tremplin après. Mais quand on a une idée vraiment et qu'on a quelque chose en vue, en ligne de mire, vraiment se spécialiser dès le début. Les professionnels, beaucoup moquent les professionnels alors que c'est un merveilleux tremplin, quoi. Ouais, c'est très... Et dans le lycée où j'étais, il y avait des formations professionnelles très très reconnues où chaque personne, en étant bon dans sa matière, pas forcément excellent, mais avait un travail à la sortie. Études. Ouais. Super. Olivier, alors, il y a Anne qui réagit à votre témoignage par SMS. Bravo Olivier, quel enthousiasme. Il y a Hélène qui dit, moi je donne mon numéro à Olivier pour aider mon fils de 15 ans. Alors si vous êtes prêt, Olivier, à échanger avec le fils d'Hélène, on vous donnera son numéro. Et puis il y a un jeune qui vous entend qui dit, je vais avoir 25 ans à cause de soucis de santé, j'ai pas pu passer mon bac. Pensez-vous que je puisse encore le passer? Mon vœu, être greffier. Vous en pensez quoi, vous, Olivier? Vous diriez quoi? Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Moi, j'ai un cousin qui a abandonné le bac et maintenant il s'en mord un peu les doigts, quoi. Donc si on a un objectif en vue, ne jamais le laisser tomber. Ne jamais. Et on peut toujours le passer, quel que soit l'âge. Merci. Merci Olivier de votre témoignage. Je suis très touchée. Voilà, que vous nous ayez appelé ce soir. Et bonne route à vous, hein. Venez faire un stage à Europe 1. Oui, bah oui. Oui, quelle bonne idée. À bientôt Olivier, merci. Allez, il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une belle et douce nuit.